C'est pas en donnant que tu vas perdre, c'est en donnant que tu vas t'enrichir. À 15, 16 ans, je sais plus, il fait une compète et il bat que tous les adultes. Moi, j'avais dit que je voulais être champion de France et champion de l'UFC, ça sera un peu plus tard. Je sais pas, j'ai envie de le prendre en pro, là, ce gars, et de mettre des coups de coude, des coups de genoux quand il va descendre. Et s'il peut te mettre KO avec une phalange, avec ça, là, il va essayer de te mettre KO. On récolte des vêtements, on prépare à manger pour les sans-abri, on va les distribuer. Pour moi, il frappe comme un moyen. Je me suis découvert, entre guillemets, un côté méchant. Il me regardait, il frappait sans bas, il me disait Malik, je peux pas. T'es plus fort que lui. Et si on parle de Conor, on le compare un petit peu au trash talk. Moi, j'ai envie qu'on me compare à N'Golo Kanté. Faire comprendre aux gens que ça sert à rien de se mettre des coups de couteau, à part faire du mal aux gens. Comment construit-on la carrière d'un talent XXL? À quelques semaines de son deuxième combat pro à Hexagone MMA, Jab Life reçoit Samba Sima, l'ancien vice-champion du monde amateur, et son coach Malik Sylla pour raconter la construction et le parcours d'une future étoile. Générique. Salut Samba, salut Malik. Ravi de vous recevoir dans nos studios Ricordia à Nice pour Jab Life. Déjà les gars, je la pose toujours quand j'ai les fighters en présentiel, puisque tout le monde sait qu'on est à Nice, ici, pour Jab Life. Qu'est-ce que vous faites à Nice? Pourquoi votre présence ici, alors que vous êtes à Paris d'habitude? Là, on est venu à Nice. Déjà, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Et on est venu à Nice pour un stage d'entraînement. On est parti chez Flavio Santiago pour le sol et on tourne aussi au Boxing Squad pour le MMA. Donc, on est là pour ça et profiter du soleil. Malik, il y a toujours cette envie d'aller, tu vois, un peu aussi... C'est toujours cool d'aller voir un peu chez les autres, aller faire des stages, ça aère. C'est un sport difficile et des fois pouvoir sortir un peu de sa zone et d'aller déjà apprendre ailleurs et surtout profiter d'une ambiance comme celle de Nice, ça aide. Et puis c'est agréable. Franchement, on passe du bon temps, que ce soit avec Flavio ou avec Aldric au boxing. C'est toujours un vrai plaisir que de venir ici. C'est qu'il y a Johnny Frachet aussi qui intervient dans ce stage de Flavio. Flavio, c'est le haut niveau en plus. Je l'ai vu à l'œuvre. Flavio, c'est la personne qui a amené la lutte à livrer en France il y a presque plus de 20 ans. Et Johnny ou comme d'autres, Mehdi Othman et beaucoup d'autres encore sont des élèves, la première génération d'élèves de Flavio, pardon. Et bien souvent, là, on se retrouve une fois par an pour apprendre comme ça et continuer de travailler autour de la discipline. C'est cool, nous on peut en profiter aussi parce que je vous reçois et je recevrai aussi Johnny Frachet dans les jours à venir. Donc c'est parfait pour nous, tu vois. Vous pouvez venir dans ces studios pour nous partager vos connaissances et faire ces belles interviews. Samba, je le disais, vice-champion amateur, vice-champion du monde amateur, c'était en 2024, 2 fois champion de France, si je dis pas de bêtises, ceinture de l'AEC, une des plus belles carrières amateurs en France. Merci. Début pro, le 25 avril, c'était à Hexagone MMA. Head kick, round 2, terminé KO, et on passe au suivant. Et donc ton prochain combat le 10 août, Théâtre Antique d'Orange, un super cadre pour faire du MMA pour le coup, contre le Russe Zelim Oumarov. Comment se passe la prépa? Tout va bien à quelques semaines, là on est fin juillet, donc il reste que quelques semaines avant cette échéance. Oui, tout se passe bien, physiquement je suis prêt, mentalement aussi. On travaille l'aspect technique avec Malik, on doit toujours apprendre et voilà, ça se passe bien. J'ai hâte de combattre dans cette arène d'Orange parce que j'y étais déjà l'année dernière, mais c'était pour annoncer ma signature chez Hexagone. Et là, je suis pressé de monter dans la cage et montrer ce que je peux faire au public. Comment t'as vécu avec un peu de recul maintenant ces débuts pro là? On a dit c'était parfait au niveau résultat sportif et ce que t'as donné, mais c'est toujours une petite pression, tu vois, le basculement des amateurs en pro. Comment t'as vécu ça? Franchement, je l'ai bien vécu. Je peux pas commencer d'une meilleure manière. C'est avec un finish. Je me suis imprégné un petit peu du monde professionnel avec les petits gants, sans protex tibia, le temps de combat aussi. Donc non, franchement, je suis content de mon début de carrière. J'espère que ça va continuer pour le 2e, 3e, etc. Et voilà, j'espère faire une aussi belle carrière pro que j'avais fait en amateur. Quand t'as tapé avec les petits gants là, tu t'es dit tiens, c'est un peu différent. Ouais, je me suis dit il y a quelque chose. Et encore, j'ai même pas bien exprimé mon côté anglaise avec mes poings. J'ai vraiment envoyé les jambes. Et là, j'ai vu toute la différence. Là, t'en vois un, ça touche pour de vrai, et je vois des trous après. Donc non, c'est des armes qu'il me fallait. Et les coups de coude et les genoux aussi. C'est Zelim Oumarov, il est prévenu. Samba, il va faire un peu parler les points pour tester tout ça. Et Hexagone, le choix d'Hexagone aussi, tu vois, t'en parlais, t'étais l'année dernière à Orange pour annoncer ta signature. On dit souvent, c'est la ligue aussi où il y a beaucoup de talents français qui ont signé. Et on les suit beaucoup et fort pour ça parce qu'il y a beaucoup de pépites qui sont là-bas. Mais le mot pépite, je sais que certains l'aiment pas, mais c'est la vérité pour Hexagone. Pourquoi t'as fait ce choix? Est-ce que t'avais d'autres propositions? Qu'est-ce qui t'a amené vers Hexagone?
Ouais, je crois qu'on avait d'autres propositions. C'est Malik Sion. qui gère ça. Et Hexagone, c'est une organisation qui monte. Et comme tu as dit, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup de personnes avec qui j'étais en équipe de France qui sont là-bas. Donc c'est une histoire logique. On est tous ensemble, on se retrouve dans la même orga et c'est une orga qui met bien les combattants entre guillemets. Ils nous respectent, ils sont très très chaleureux. L'équipe de Hexagone, c'est une équipe jeune et c'est une organisation qui commence à faire parler d'elle, qui fait des choses que d'autres organisations ne font pas forcément. Et voilà, franchement, je suis content d'être chez eux. Ouais, j'ai reçu Wally en interview sur Jablaf. Il me disait, des fois, c'est l'antichambre des mondiaux amateurs, quoi. C'est l'équipe de France qui se retrouve sur les cartes. Ouais. Malik, toi, ce choix d'Hexagone, t'es coach et manager également. Comment t'as abordé ça? Est-ce que quelles étaient les autres propositions et comment t'as évalué tout ça? Il y a eu Hexagone qui s'est positionné, qui s'est fortement positionné, qui a montré de l'intérêt pour Samba assez tôt. Après, il y a eu d'autres organisations, mais l'échange, en tout cas, avec Jérôme, à l'époque, a été très intéressant. Il a montré l'intérêt de Samba, mais pas juste pour se dire, je vais posséder un énième prospect du MMA, mais je vais travailler sur la durée avec lui et lui proposer une scène, un terrain dans lequel il va pouvoir s'exprimer et surtout grandir. Et c'était ça qui était important, surtout en début de carrière, pouvoir combattre assez régulièrement dans des très bonnes conditions, parce que vraiment on a signé chez Hexagone dans des très bonnes conditions, et ça se voit aussi ça s'est vu sur la première Fight Week. Là encore, les relations vraiment sont très cordiales. Il y a de la bienveillance, il y a de la compréhension, et c'est dans ces conditions-là qu'on peut travailler dans les meilleures conditions aussi. Et t'as raison, conditions, puis les endroits où tu fights. Je le disais, t'es à Atlantique d'Orange, ceux qui n'ont pas vu, soyez là le 10 devant l'écran parce que vous allez voir, c'est fabuleux. T'as un côté gladiateur un peu. Et puis beaucoup d'activités. Hexagone, en ce début d'année, ils ont, je sais pas combien de fight cards ils ont fait déjà. Il y a des combats, assez régulièrement. Il y a eu des mois où Hexagone avait peut-être 3-4 shows sur le même mois. Donc ça montre une bonne dynamique et ça emmène tout le monde. Donc il y avait plusieurs voyants verts, qui disaient Hexagone, ça peut être un bon endroit pour Samba. Et les autres propositions, c'était au-delà du cadre français même? Il y avait des orgas européennes? Non, ça restait sur la France, mais j'ai pas senti ce côté de on va grandir ensemble. C'est juste il nous le faut. Donc ça suffit pas. Non, bien sûr, faut cet accompagnement aussi. Deux petites questions à toi, le coach, sur ce que j'avais posé aussi à Samba, sur les débuts pro. Comment toi tu les as vécus? C'est que les coachs, vous êtes plus perfectionnistes parfois. Est-ce que la note était parfaite ou il y avait des choses encore qui t'ont titillé? Non, c'était c'est comme il disait, c'est des débuts rêvés. On commence une carrière amateur avec un peu de temps de cage parce que premier round où il y a eu des bonnes choses. Tout ce qui a été travaillé aussi en amont s'est ressorti. L'instinct aussi, on a vu l'instinct de Samba qui était là présent. Et sur le deuxième round, à l'état qu'on applique la consigne, le retour de consigne du premier round, et le KO arrive en 10 secondes. Donc là-dessus, ça c'est quelque chose qu'il faut profiter, qu'il faut prendre, se dire c'était super. Après ça demande une fight week. Une pesée pro, tous ces trucs-là, ça demande des ajustements qu'on n'avait pas, des problèmes auxquels on a dû répondre, auxquels on n'avait pas été exposé avant. Donc ce côté-là d'adaptation, comment est-ce qu'on peut mieux faire pour la prochaine fois, tous ces trucs-là. C'est encore une grande base de travail, et c'est ça qui rend le truc intéressant. Donc il faut continuer. On n'arrête pas d'apprendre, on n'arrête pas de construire et d'ajuster, et peut-être qu'un jour ça sera parfait, mais en attendant on continue le travail. C'est la construction d'une carrière, comme je disais aussi en intro. Samba, ça va, c'était cool, t'as dû te peser qu'une fois, c'est pas les 5 fois en 5 jours des mondiaux, tu vois, c'est moins galère. Non, franchement c'est moins galère, mais pour moi, c'était plus facile en amateur, parce que ça va, j'étais proche de la KT, j'avais pas besoin de faire de cutting. Là, c'était mon premier cutting, et franchement, j'ai fait nuit blanche. J'ai pas réussi à dormir, mais bon, ça fait partie du jeu. Ouais, ça te faisait peur un peu ce cutting? On sait qu'il y a la mystique du cutting. On a tous vu des images folles de mecs qui sont à l'agonie. Ça, t'avais un peu cette crainte? Comme tu l'as dit, les images, moi, c'est ce qui me faisait peur quand je voyais des gars sous serviette blanche, en train de se faire porter par des gens. Mais en fait, c'est presque ça. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti, mais avec moins de fatigue.
parce que ça va, j'ai pas dû cutter énormément et ça va, je me sentais plutôt pas mal. Donc la peur est partie et on a mis le mode professionnel et ça s'est bien passé. Vous réadaptez un peu aussi pour ce deuxième combat pro pour que le cutting soit moins dur à faire ou non, ou Non, vous partez sur la même? C'est surtout faire attention sur la diète, qu'on ait le moins de poids à perdre, parce que c'est pas anodin un cutting, c'est pas anodin. 1% de poids de kilos perdus, ça équivaut à un certain pourcentage de force et de vitesse de réaction, tout ça en moins. Donc, si on peut limiter cet impact-là sur le combat, on sait très bien que le jour du combat, déjà, le stress et d'autres facteurs rendent la performance, c'est peut-être pas comme à l'entraînement. Donc, il faut réduire un peu tous ces trucs-là, tout ce qui peut gêner la performance le jour du combat. Et le cutting, ça en fait partie. Il y a beaucoup de combats qui se sont joués là-dessus. Un cutting mal fait ou des combattants qui arrivent épuisés dans la cage et qui ne réalisent pas le combat qu'ils devaient faire, alors qu'ils ont eu une préparation de malade. Donc, c'est ces petits détails-là qui, pour moi, sont importants. Et voilà, il faut qu'on arrive avec toutes nos chances. On en rigolait lundi avec Aldric quand tu vois Kevin Holland qui a 4 combats à l'UFC depuis le début d'année, mais même s'il est entre deux KT, j'espère qu'il cut pas trop parce que ça doit être une tannée quand même, hein. Ça doit être dur. Dernière petite question sur ce début et ce premier combat pro. Il y a eu ton discours. Alors j'invite pareil tous ceux qui l'ont pas vu le discours post-combat parce qu'il a beaucoup marqué les gens. Moi la question elle était plus d'abord à Samba. Est-ce que c'était quelque chose que tu avais prévu ou c'est sorti avec le cœur comme ça? Non, c'est sorti avec le cœur. C'est quelque chose que je portais en moi. J'avais pas forcément prévu de dire tout ça, mais c'est quelque chose que j'avais en tête et j'ai gagné. Je me suis dit ah oui, j'ai ça à exprimer, enfin à dire. Du coup, je l'ai sorti et voilà. Et l'autre question, elle est à toi, Malik. C'est que toi, tu connais très bien Samba depuis longtemps. On va revenir sur aussi votre parcours en commun. Mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont devant le discours, on dit, oh, fabuleux ce qu'a dit Samba. C'est génial d'avoir quelqu'un, un athlète qui a un discours comme ça. Moi, je me suis dit, je pense que Malik, il n'était pas étonné quand il connaît Samba, vu la personne que c'est. J'étais pas étonné, mais je m'y attendais pas non plus. Dans le sens où, voilà, comme il a dit, c'est pas quelque chose qui était prévu. Voilà, il en a parlé. Samba, c'est quelqu'un qui est toujours là pour les autres, qui aide beaucoup autour de lui, même s'il en fait pas la promotion, même si on le voit pas le dire ou le faire sur les réseaux. Mais voilà, il est là pour ses proches, pour les autres aussi qui sont pas forcément proches. Et je pense que cette histoire de couteau, tous ces trucs-là, quelque chose, je sais pas s'il va en parler, mais c'est quelque chose qui l'a touché personnellement. Et donc voilà, je pense que la scène MMA aujourd'hui, les combattants de MMA et surtout une tribune comme celle d'Hexagone après une performance comme ça, même si c'était intense, c'était violent, on a vu un KO, on a vu un kick, on reste dans un domaine sportif. Et si on a la possibilité d'impacter les gens à ce moment-là, parce que tout le monde était là, tout le monde écoutait, ils ont vu qui était Samba, ils ont dit bon lui peut-être que son discours finalement il est intéressant et ça a donné beaucoup de force à ce message qui était déjà important. Samba, si tu veux élaborer, si tu veux pas, il y a pas de souci, mais sur pourquoi t'étais touché personnellement par tout ça? Parce que déjà j'étais pendant la Fight Week qu'il y avait des collégiens qui se faisaient planter par un autre collégien et ça m'a franchement impacté parce que j'ai mon meilleur ami aussi qui s'est pris un coup de couteau quelques années auparavant et ça m'a mis dans une mauvaise dans un mauvais mood entre guillemets. Ça m'a très 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 impacté moralement, psychologiquement aussi. Et voilà, dès que je vois des histoires de coups de couteau, ça me rappelle. Tu replonges dans ce truc-là, ouais. Avec mon meilleur ami et voilà, je voulais transmettre le message pour essayer entre guillemets à ma petite échelle de passer un mot et faire comprendre aux gens que ça sert à rien de se mettre des coups de couteau à part faire du mal aux gens. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé. Parce que je l'ai vécu et c'est pas bon à vivre. En tout cas, ouais, ça a touché tout le monde, je peux te le dire, et t'avais raison, Malik, c'est aussi, quand on a un micro comme ça, l'impact que ça peut avoir un sportif après une perf comme ça, il est énorme. Je voulais revenir sur votre parcours ensemble aussi, et je l'ai dit dans l'intro, je veux un peu faire cette interview autour de la construction d'un talent comme celui de Samba. Samba, il arrive au Fighting Beat à 13 ans, on est d'accord? C'est ça. Ouais. C'est quoi la première pensée, Malik, quand tu vois arriver Samba? Les premières impressions quand tu le vois se mettre au combat? Bien, j'essaie de faire attention à tout le monde au club depuis toujours. Et j'ai senti qu'il avait quelques facilités, qu'il était athlétique et surtout qu'il était à l'écoute. Tu parlais, c'était oui, et il appliquait. Et ça, c'est des qualités qui sont pour moi
primordial quand on veut déjà apprendre et quand on veut progresser. Si on n'ouvre pas ces canaux-là, c'est-à-dire ses oreilles, ses yeux, ou si on va pas chercher à toucher, ça va être plus long peut-être, ça risque d'être plus long. Donc il y a eu ça, cette écoute-là, une agilité et un physique qui lui était propre, et surtout avec lequel dont il se servait bien. Et après, de fur et à mesure, on a les premiers tests, ça a été, il y a une compète de grappling, va essayer le grappling. Et il a fait des compètes de grappling, il était dangereux au grappling, alors que aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui ressort, c'est pas quelque chose qui disparaît quand on le voit combattre. Mais Samba a commencé par le grappling, il a gagné des compétitions de grappling, et je me rappelle à 15-16 ans, je sais plus, il fait une compète et il bat que tous les adultes. Et ça, c'était assez marquant, avec des techniques en plus, c'est l'instinct. C'est là où tu te rends compte quand même que, parce qu'on l'a vu mettre tous ses KO aux IMAF, encore sa performance pour ses débuts pro, on se fait des films, tu vois, on se fait on les met dans des cases en se disant, lui, c'est un striker, alors que pas du tout. Pas uniquement. Voilà, pas uniquement. Il est capable de soumettre, il est capable de lutter, il est capable de tout faire. Samba, toi, tes premiers souvenirs, un peu, de la rencontre avec Malik, de tes premiers pas au club, comment t'étais, dans quel état d'esprit t'étais? Est-ce que tu venais pour faire de la compète, pour t'amuser, te défouler? C'était quoi l'idée? Déjà, faut savoir que je suis tombé dedans comme ça. C'est un ami qu'on a avec Malik qui m'a amené là-bas, et je connaissais pas la discipline. Et moi, j'aimais bien faire des petits corps à corps avec mes amis dehors. En fait, c'était pareil, mais sauf que c'était cadré. Il y avait des soumissions que je connaissais pas, et du coup, j'étais comme un enfant à l'école, tu vois, j'apprends quelque chose que j'aime bien, et au fur et à mesure, on avance, et on fait des compétitions comme il a dit Malik, et un jour il s'est mis comme à chaque fin de cours en position du salut, et il dit, les gars, si vous avez des objectifs, dites-les moi et on va essayer de les atteindre. Et moi, je lui avais dit que je voulais être champion de France et champion de l'UFC, ça sera un peu plus tard. Et le premier objectif, c'est fait. Voilà, premier objectif, 3 fois, je crois. Et du coup, on a rempli les objectifs et on monte petit à petit, et voilà. C'est à quel âge ça, l'histoire du message? Je crois que c'était 14, c'était quelques mois, quelques années après que je sois arrivé, donc peut-être 14 ou 15 ans, je crois. Comment on le prend ça, Malik? Tu vois, quand on reçoit un message comme ça d'un gamin de 14 ou 15 ans, on se dit, il est sérieux, je vais l'accompagner fort. Enfin, tu vois, déjà, tu le prends comme une responsabilité, premièrement. C'est dire, s'il me confie ce secret ou cette envie, je vais devoir en faire quelque chose. Prends ça aussi comme un engagement. Parce que s'il a ouvert sa bouche pour dire, je vais faire ça, parce que le nombre de personnes qui viennent, qui disent, oui, si c'est, je vais faire ça, ou bref, ceux qui commencent à parler et qui ont le comportement qui va avec, ma responsabilité en tant que coach, c'est de tout faire pour qu'ils atteignent leurs objectifs. Et c'est ce que je me suis promis à moi, en tout cas moralement. Je me suis dit, voilà, ça, je vais m'engager à ce que Samba aille le plus loin possible avec ce que je peux faire, avec mon savoir, mon réseau, mes connexions, vraiment tout ce que je peux mettre en place pour accompagner Samba et ceux qui m'ont fait part de leur désir d'aller au bout, ceux qui ont pris leur rêve au sérieux, on va aller jusqu'au bout, tous ensemble. Et on va tâcher de réussir ensemble, parce que c'est ça aussi, c'est pas juste, parce qu'on peut pas réussir juste Samba et moi tout seul, on peut pas faire, entre guillemets, on peut pas aller aussi loin que si on avait été accompagné avec d'autres. Et au club aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont là et qui aident à la préparation de Samba, qui aident à la logistique, qui aident vraiment à ce que tout se passe pour le mieux pour lui. Et c'est cet esprit d'équipe là qu'on essaye surtout de transmettre et de développer chez nous à Fighting Beat. C'est marrant, mais je l'ai souvent répété, c'est un sport individuel, le MMA, mais qui se fait en collectif, en fait, qui se fait en équipe totalement. Toi, t'es un ancien combattant, hein, je l'ai pas rappelé depuis le début, mais t'as eu aussi ta carrière pro qui s'est arrêtée en 2016, si je dis pas de bêtises. Non, il y a eu un gros break, mais mon dernier combat remonte à juin 2023, je crois. Ok. Juin 2023. Oui, donc c'est, le gros break qu'il y a eu. Un gros break. Il y a eu une envie de recombattre, une petite motivation, parce que, à côté de ça, je continue de m'entraîner. Je m'entraîne et tout parce que j'aime ce sport, j'aime cette discipline. Et voilà, je voulais me fixer un petit challenge. Et puis voilà, c'était contre David Karp. Voilà, je remporte ce combat. Et voilà. Mais à côté de ça, oui, une carrière qui a pas été flamboyante, mais qui a été
pleine d'enseignement, d'expérience et d'apprentissage, parce que premièrement, j'ai découvert une discipline incroyable. Moi, je suis un élève de Cyril Diabaté. J'ai commencé le MMA à la Snake Team. J'ai beaucoup appris. J'ai appris sur moi, j'ai appris aussi des autres, des rencontres, j'ai voyagé. Vraiment, ce sport, il m'a changé la vie, il m'a apporté énormément de choses. Et tout ce que je fais là depuis ce temps-là et jusqu'à aujourd'hui, c'est autour et à cause du MMA. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est grâce au MMA surtout. Je t'ai même vu, moi, dans une interview, je t'ai entendu dire, le MMA, il m'a sauvé la vie. Tu considères ça vraiment? Ouais. Clairement, parce que j'étais à une croisée des chemins, il y avait des choix à faire. Et le choix que j'ai fait de continuer, en tout cas, à m'entraîner déjà et d'être régulier à l'entraînement, ensuite de faire ces combats, faire ces compétitions-là, ça ouvre des portes dans ton esprit et tu commences à t'intéresser à d'autres choses. Donc tu délaisses certaines choses pour t'intéresser à d'autres qui sont plus bénéfiques. Et aujourd'hui, vraiment, c'est sans regret que je me dis, ouais, j'ai vraiment fait le bon choix. Et tout ce qu'il y a autour, là, c'est rendre un peu de ce que le MMA m'a apporté. Et où je voulais en venir aussi avec cette carrière d'ancien combattant, c'est comment tu juges cette génération-là qui arrive, qui commence le MMA dès 13 ans. On peut citer, parce que je t'en parlerai tout à l'heure, je sais que c'est un modèle aussi, Saladin Parnasse, qui est arrivé chez Hatch à 11 ans, qui commence par le MMA. Et t'as l'impression que ces gamins-là vont exploser bien plus vite. Enfin, tu vois, que le talent sera bien plus complet, plus vite, quoi. Plus vite. Alors, ils bénéficient de plusieurs choses. Déjà, une génération qui a déjà qui a déjà pratiqué, alors qu'avant, nos anciens, entre guillemets, certes, ils pratiquaient, mais leur parcours martial venait de différentes choses. Nous, on a eu l'occasion ou la chance de pouvoir commencer le MMA et d'avoir une base MMA déjà. Ensuite, qu'il fallait nourrir et continuer de faire grandir. Et ce raccourci-là, eux, ils en bénéficient. Les réseaux, la bonne partie des réseaux, c'est que tu as accès aussi à certaines connaissances. Ça fait grandir aussi l'intérêt du public et avec avantages et inconvénients aussi, là encore. Mais surtout s'ils veulent entre guillemets percer dans ce truc-là, aujourd'hui avec la Fédé, la légalisation du MMA, tout ça aussi c'est quelque chose d'important, c'est que on a pratiqué à une époque où le MMA n'était pas légal. On était hors la loi. Pour combattre, fallait sortir des frontières. Donc tout ça, toutes ces choses mises bout à bout font, selon moi, que voilà, on a des combattants aujourd'hui un peu plus complets, un peu plus techniques et qui connaissent un peu les tenants, les aboutissants du truc et qui veulent en faire quelque chose. Donc avec tout ça, ceux qui veulent percer, je pense qu'ils ont. Puis il y a des clubs un peu partout maintenant. Donc si on veut progresser, apprendre, on a un peu plus de chance de ce côté-là. Après, il faut faire le travail. Et je te jure, je pense qu'on n'est pas prêt pour les talents qu'on va voir dans les années à venir, parce qu'avec ces générations-là qui commencent très tôt là. Tu disais tout à l'heure, c'était un peu, tu retrouvais ce que tu faisais à l'école, Samba, quand t'es arrivé au MMA. Qu'est-ce qui t'a le plus plu à part ça? Qu'est-ce qui te plaît fondamentalement dans le MMA? C'est de frapper les gens. De frapper les gens pour vivre. Hein. Ouais. Non, j'aime bien me servir de mon corps, de me maintenir en forme, d'apprendre des choses aussi, parce que c'est, avant d'être physique, c'est mental, et de voir où sont mes limites, et aussi les rencontres qu'on peut faire. Je peux tourner avec un petit, avec un grand, avec une personne de couleur, avec une personne qui n'est pas forcément de ma couleur, et c'est quelque chose qui peut-être n'aurait pas fonctionné dans un autre sport. Et aussi l'aspect rigoureux, parce que pour apprendre une technique, il faut la répéter nombreuses fois, et voilà, c'est ce que j'aime. T'envoies ce message à 14-15 ans à Malik, je veux être champion de France et champion UFC, hein, on verra pour ça pour la suite. À quel moment tu t'es dit c'est peut-être réalisable ce truc là en fait? En MMA, je me suis dit que c'était réalisable, je pense vers mes 19 ans. Il y a 18-19 ans. Et en grappling, je l'ai fait sans forcément m'en rendre compte. Je faisais les compètes et j'ai gagné des médailles, etc. Mais en MMA, c'est dès que j'ai commencé à faire de la prépa physique, à vraiment mettre toutes les pièces de mon côté. Et là, j'ai commencé à sentir que je pouvais faire quelque chose sur ma KT en France. C'est marrant, l'avis du coach là-dessus. Est-ce que toi, tu l'as senti plus tôt? Est-ce que tu l'as senti que ces objectifs étaient réalisables plus tôt que lui? Alors, oui.
Et surtout, c'est quand tout a commencé, la vision, elle s'est alignée à un moment où Samba a hésité un peu et je lui dis regarde ce qui va se passer. Tu vas combattre, tu vas être champion de France et après tu vas aller au championnat du monde et tu vas être champion du monde. Écoute, peu importe ce que tu verras, c'est ça qui va se passer. Parce que la manière dont tu commences à tourner, tu commences à mal tourner, et ben si tu continues de tourner comme ça, tu vas finir champion du monde. Et on y est passé de peu, on est passé. Ça a failli se réaliser, mais j'ai envie de dire, allez, on a fait 90% du chemin jusqu'au championnat du monde. En vrai, est-ce qu'on s'est vraiment raté? Pas du tout. Non. Pas du tout. Et tu ressortais, c'est Samba dans cette caté qui ressort comme la star de ces mondiaux IMAF. Exactement. Même le champion du monde, j'ai envie de te dire, son parcours, tout ça, ce que Samba a réalisé déjà sur ses premiers championnats du monde, c'était de lui dont on parlait en Albanie, tout ça, tout le monde, on arrivait là-bas, c'était oh Samba. Là, quand il est arrivé en Ouzbékistan avec les KO qu'il a claqué là, pareil. C'était trop, c'était Samba qui était devenu, c'est lui qui a catalysé un peu l'attention aux IMAF. Donc c'est là de se dire, est-ce que vraiment c'était un échec? Pour moi, pas totalement. Bien sûr qu'une ceinture ou un titre de champion du monde, ça rajoute un peu au prestige. Mais ce que ce gamin a fait là-bas, je sais pas si dans les archives des IMAF, on peut retrouver un truc comme ça. Je dirais peut-être Patrick Abiroir. Ouais, Patrick Abiroir. C'est Patrick. Regardez, autre phénomène. Exactement. Phénomène. Et voilà. Ouais, le patron. Patrick, On rappelle, que des KO au premier round jusqu'à cette finale contre l'Ouzbek. Hein. Ouais, d'ailleurs, vous pouvez retrouver pour le coup, c'est un super documentaire qui est sur YouTube aujourd'hui de Canal Plus Afrique pour lequel Malik, tu travailles en tant que consultant, qui s'appelle Signé Samba Sima, si je dis pas de bêtises. Super doc. Donc allez-y sur YouTube pour redécouvrir tout ça et tous ces combats-là. La finale, t'en gardes quoi comme il y a une frustration, parce que disait Malik, vous êtes à juste ça de réaliser cet objectif-là. Qu'est-ce que t'en ressors aujourd'hui Bah là déjà juste le fait que vous en parliez, je sais pas, j'ai un truc, ça reste dans un coin de ma tête et un coin de mon cœur. Je sais pas, j'ai envie de le prendre en pro là, ce gars, et lui mettre des coups de coude, des coups de genoux quand il va descendre. Mais ouais, c'est un échec, mais j'ai appris parce que on commence à travailler sur certains défauts que j'ai pu commettre durant ce combat. Et ouais, c'est un échec, mais voilà. J'ai appris certaines leçons et ouais, j'aimerais bien, si possible, avoir une revanche contre lui en pro, ça serait pas mal. On apprend dans la défaite. Hein. On apprend, c'est ça. C'est quoi la plus grosse leçon que tu retiens? Tu vois, si tu refaisais le combat demain matin, qu'est-ce que tu ferais de différent? Je pense que je gérerais mieux la distance. J'éviterais qu'il rentre dans mes jambes et je ferais tout mon possible pour lui mettre mon rythme en boxe et défendre un peu mieux le sol. Et voilà. En fait, tu t'attendais à ce qu'il tombe au premier round? En fait, t'as été un peu surpris? En fait, il a plongé tellement vite dans mes jambes que je me suis pas, j'étais pas prêt. Et au sol, il avait une force démentielle, c'était trop. Ah, vraiment, il m'a collé comme je crois on me l'a jamais fait. Et voilà, j'ai travaillé un peu plus de physique et l'aspect technique aussi, donc je pense que ça sera pas pareil si on se rencontre. Malik, t'es coach, hein. Les coachs ouzbeks, quand ils ont vu les tours d'avant, ils se sont dit, tu plonges dans les jambes direct. Hein. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison parce que en tout cas, leur plan a fonctionné. Mais là encore, tu disais, c'est des leçons. Et ça a permis de mettre le doigt sur, peut-être on devrait travailler ça comme ça. Si jamais ça devait se reproduire, on ferait ça aussi comme ça, peut-être. Et puis voilà, c'est tout. Donc déception de ne pas avoir pu valider complètement le parcours, mais satisfaction d'avoir pu marquer les esprits avec qui il est. On peut pas dire une fois tu dis ouais, bon, deux fois il a eu de la chance d'avoir, mais 3 KO d'affilée comme ça, c'est pas de la chance, c'est que tout le boulot qui a été fait avant, il est récompensé. Et Samba, c'est un combattant instinctif. C'est un combattant qui a besoin aussi, et c'est pour ça que le MMA, je pense, ça lui va bien, c'est parce que il a un choix. C'est-à-dire que là, il peut faire tout ça. Et la plus grosse difficulté, en tout cas, des fois, ma difficulté parfois avec Samba, c'est lui dire, attends, non, viens, on essaie de travailler que 20% de tout ce que tu peux faire. Parce que il a envie de pouvoir faire tous ces trucs-là, et des fois, la contrainte, c'est un outil pédagogique aussi, parce que on doit travailler telle ou telle chose.
et ça frustre et tout, ça freine, mais c'est nécessaire. Et on doit faire ce qui est nécessaire pour progresser. Donc le MMA, ça lui va parfaitement parce qu'il a un large éventail de possibilités et ça c'est quelque chose qui lui va plutôt bien. Et pareil pour là les prochaines échéances, Samba c'est quelqu'un qui va essayer de te mettre KO s'il peut te mettre KO avec une phalange, avec ça là, il va essayer de te mettre KO. S'il a un espace pour passer ça, il va le faire. S'il pouvait te mettre KO avec son omoplate, pareil, il le ferait. Il faut juste trouver la technique, le moyen d'amener ça. Et c'est ça qui est Connor contre Cerrone. Exactement. Soit le coup d'épaule. Non, mais ce que je veux dire, c'est le petit os là que tu as. Là, l'aile là, s'il peut te mettre ça, il le fera. Et c'est voilà. Et ça aussi, c'est fait partie de ses forces. Dans ce documentaire, le signé Samba Simai, ce que je trouvais hyper intéressant aussi, c'est qu'on voit à travers ces images à quel point Samba est proche du collectif. Enfin, tu suis les combats de tes potes, tu vas leur donner des conseils, tu te demandes ce qui s'est passé pour eux. Enfin, c'est quelque chose que tu as toujours eu, cet esprit, tu vois, collectif, vraiment d'être là pour le copain. Oui, bien sûr, c'est important, surtout lors d'une compétition comme celle-là, parce que le stress, il est au max, et j'ai envie d'être là pour les gens et leur enlever ça, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui sait pas où ils sont ses protèges tibiales, je reste là, concentre-toi, je vais aller les chercher, je vais tout faire pour qu'on soit dans les meilleures des conditions. Et le collectif, c'est le collectif avant tout, hein, parce que s'il y a pas les gars de l'ombre, comme je dirais, les gars de l'entraînement, on n'en serait pas là. Et c'est important d'être là pour les gens, et même en dehors du sport, d'être serviable pour tout le monde, c'est quelque chose qui est primordial pour moi. C'est dans le même doc, c'est Malik, tu racontes, c'est super intéressant d'avoir ça, que tu fais des maraudes. Tu vas aider les sans-abri, les personnes dans le besoin. Tu peux nous raconter ça, d'où ça devient? Est-ce que c'était quelque chose, tu vois, que tu avais envie de faire, enfin que tu fais depuis longtemps Oui, ça fait quelques années qu'on fait ça. Il y a une amie à moi qui a une association et très souvent, on récolte des vêtements, on prépare à manger pour les sans-abri, on va les distribuer. Après, il y a d'autres choses dont j'ai pas trop envie de parler que je fais de mon côté, mais voilà, le plus gros c'est ça, c'est cette association-là, et c'est important de penser aux gens. Nous, en tout cas pour ma part, ça va, je suis en santé, j'ai mes 2 yeux, j'ai un toit, j'ai à manger. Il y a des gens qui ont pas cette chance, et parfois c'est même des personnes, tu les vois, c'est tes amis, mais ils arrivent pas à finir leur fin de mois. Et voilà, je garde ça en tête et j'essaie d'aider un maximum de personnes. Et comme on dit, c'est pas en donnant que tu vas perdre. C'est en donnant que tu vas t'enrichir et tu vas garder une humilité, pardon. Je vais rester humble et voilà. Malik, au-delà du combattant qui a un talent exceptionnel, enfin de ce que j'en ai vu depuis quelques temps déjà, c'est ça, Samba Sima aussi. C'est ça aussi, c'est ça. Hein, c'est d'être porté vers les autres, d'aider parfois à son propre détriment. Et là encore, j'ai dit des fois, Samba, arrête. Saute-toi un peu. Et parce qu'il y a des personnes qui peuvent profiter de ça, de se dire oui, il est gentil, allez, on tire sur la corde. Mais après, le reste, ça fait partie de lui. Et il faut que on cherche pas à le changer et qu'il continue comme ça, parce que ça fait du bien aussi de se dire je peux aider les autres. J'ai fait quelque chose, et ça aussi, ça a été un argument pour Samba, que j'ai utilisé pour lui, en disant que quand toi tu vas pouvoir changer ta vie, tu vas pouvoir toucher celle des autres aussi, d'une certaine manière. Et ça, je pense que c'est aussi important. On parle dans très très longtemps, parce qu'il a une très belle carrière à faire avant, mais dans tout ce que tu me dis, Malik, j'ai l'impression que ça ferait un bon coach, Samba, non? Samba est déjà coach depuis avec les petits. Avec les petits depuis quelques années. Hein. Franchement, ça fait quoi, 3-4 ans? Non, je pense plus. Je t'ai assisté déjà il y a quelques années. C'est vrai. Mais là que j'ai vraiment. Mais là, il a vraiment une section à lui, la section MMA ado. Les Grappling Kids aussi, ils travaillent en groupe avec d'autres coachs. Mais oui, Samba, parce qu'il a une compréhension déjà de la discipline, il a une pédagogie, une bienveillance qui fait que quand il explique quelque chose, et une bienveillance et une autorité aussi, c'est pas juste je suis gentil, non, une bienveillance et une certaine autorité qui font que quand il propose quelque chose, quand il explique quelque chose, on l'écoute et puis on applique. Donc il y a des qualités là-dedans qui sont intéressantes, en tout cas en tant que pour devenir coach. Et Samba, il accompagne des combattants. Dans le coin de Modibo, là, son dernier combat à l'ARES, c'était Samba. Dans le coin de Benoît qui a combattu, voilà, c'était Samba. Il connaît la discipline,
il suit en tout cas tout ce qui est fait depuis un moment. C'est pas juste il arrive et puis non, il est capable donc voilà, il aide aussi de ce côté-là. C'est marrant comme on a ce sport a des boucles bouclées. T'as commencé à coacher, je crois, avec Cyril Diabaté à la Tag Team. Lui, il a commencé avec toi à Fighting Beat et voilà, ça se continuera. Ça te plaît, ça, être coach? Tu crois même que pour le futur, peut-être, je te dis, on parle dans très longtemps, mais c'est un truc qui pourrait te plaire de continuer? Pourquoi pas, ouais. Je pense pas avoir, arriver jusqu'au stade du niveau de Malik au niveau du coaching, mais ouais, pourquoi pas. Moi, je pense pas que j'aurais comment dire? Sa patience? Ouais, sa patience. Parce que parfois, je suis pas facile à vivre et on a tous nos caractères. Et même Mojibo, même Denasmi, tout ça. Et je sais pas si j'encaisserais comme il encaisse avec patience qu'on peut lui faire endurer. Mais donc, je sais pas. Pour l'instant, ça va. J'ai les enfants, les ados. Tu vois, je suis un peu plus autoritaire, mais les adultes, ouais, je sais pas. On verra. Ouais, pourquoi pas, peut-être après une carrière. On verra ça plus tard, exactement. Dans ce doc, il y avait aussi un passage qui m'a fait beaucoup sourire, c'est quand tu racontes, Malik, que des fois t'en peux plus aux pattes, quoi. Qu'il tape tellement fort que tu donnes les pattes à quelqu'un d'autre et tu dis on stop. Comment ça frappe, Samba Sima? À quel point ça frappe fort, monsieur Malik Sylla? Ouais, je pense qu'il y a Francis Ganou. Non, ça frappe, c'est Il allait me donner la punchline de l'année dans l'interview, là. Non, ça frappe fort, c'est rapide et cette envie-là de tirer des fois à la rafale. Alors que nous, on a dit non, juste deux, trois shots bien. T'es un sniper, t'es pas juste un soldat d'affranti qui arrose tout. Et des fois, ça rip. Mais non, ça cogne. Et j'utilise cette comparaison. Pour moi, il frappe comme un moyen. Vraiment. 57 kilos qui frappe comme un 84 ou 77. C'est marrant parce qu'on dit souvent c'est fly. Moi, j'adore les petites KT parce que le côté très technique qu'ils ont, c'est génial sur le jeu global de MMA. Mais on dit souvent que ce qui manque, c'est le punching power. Lui, il a ça en plus. Lui, il a ce knockout power. Ouais. Et dans le doc, tu dis que tu l'as un peu, alors pas découvert, mais tu dis, dans ces mondiaux, j'ai un peu quand même découvert que je frappais sec, que tout ce qu'il me disait en fait c'était la réalité quand j'ai tapé sur les mecs, quoi. C'est vrai, c'est pas, tu vois, tu l'as beaucoup plus découvert au moment des IMAF là, oui, l'année dernière. Ouais, vraiment, je sais pas, je combats un jour, je gagne avec ma puissance, deuxième jour, troisième jour, or que sur les autres combats c'était souvent des décisions ou des TKO, mais là non, je me mets un kick avec un protège tibia, je fais tomber un mec. Non, je me suis découvert entre guillemets un côté méchant et dès que j'ai senti que que j'avais une puissance, là pour mon combat en pro, j'étais serein, je savais que j'avais ce côté puissant et ça en est ressorti et ouais, c'est entre guillemets aux IMAF que je l'ai découvert. J'aime bien quand t'as dit je me suis découvert un côté méchant, il y a eu un petit sourire quand même. On sent que ça t'a plu, Samba. Ouais, franchement, ouais, je suis content de voir que je suis un peu méchant parce que sinon je suis trop gentil, ouais, je vais essayer d'y aller tranquille, gagner les rounds point par point, mais non. Dès que je vais m'énerver, je sais que je peux le coucher. Donc, C'est un côté sur lequel tu travailles, même un peu mentalement. Tous ceux que je connaisse, qui connaissent un peu Samba, m'ont toujours dit Samba, c'est une crème. Il est super gentil. Là, tout à l'heure, Naz Malik, ce qu'il disait, tu vois, parfois il s'occupe même trop des autres. C'est un truc que tu te dis, on est quand même dans un sport où faut être méchant, en fait, de temps en temps. Oui, c'est même pas que dans le sport, c'est même dans la vie en général. Là, ça y est, je commence à devenir un homme. Je commence à un petit peu exprimer ce dont j'ai envie, je commence à faire attention à certaines choses, à ce qu'on ne profite pas de moi. Pareil, dans le sport, je vais essayer d'être méchant parce que je vais prendre l'exemple de Taylor. À l'UFC, il est trop fort, mais s'il est trop strict, tu sautes. Il faut être un peu plus méchant, tu vois. Et c'est ça que je veux sortir. Je veux être un mec droit, mais dès qu'il faut puncher, je vais puncher. C'est la bonne combinaison, ça, Malik. Quand même. Ouais. Et parler de... Il y a un côté d'affirmation aussi. Tu disais tout à l'heure, Samba à 13 ans, il a commencé. Samba à 13 ans et Samba là à 22 ans, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que il faut affirmer son caractère. Il faut il a un côté, j'ai envie de te dire, un côté sombre en lui. Que tu le vois apparaître que quand des fois il est dans la cage et ça commence à tourner et qu'il y a un truc qui se passe, le regard il commence à switcher vers ce truc-là. C'est quelque chose qu'il faut entretenir, c'est quelque chose qu'il faut cultiver, mais quelque chose qui doit pas te laisser, il doit pas te dépasser. C'est un pan de jardin que tu dois vraiment avoir dans ton jeu. Faut le sortir quand même. C'est un petit boost, un petit déclencheur, un petit starter
Et là, faut activer le mode méchant. Vas-y, c'est bon, on y va, tu vois. Mais tu sais, il y en a plein, en fait, des combattants comme ça. Enfin, tu les vois. J'ai un exemple comme ça n'a rien à voir avec Samba, mais c'est Paddy Pimblett. Ouais. Quand il rentre vers la cage, il est tout joyeux, il fait bouger ses cheveux, il rigole avec tout le monde. Sans qu'il À switch. partir du moment où il est dedans, tu vois son visage. Ouais. Switch total et absolu. Ouais. Ta construction de carrière dont on parlait, toi, c'est quoi les objectifs à court terme? L'objectif à long terme, tu l'as dit à ton coach à 14-15 ans, donc on le sait maintenant, c'est champion UFC. Mais à court terme, chez Hexagone, comment tu veux te développer? Est-ce que tu vises la ceinture à 1 an, 2 ans? Enfin, toi, comment tu vois ça? Là, mes objectifs à court terme, c'est de gagner tous mes combats, aller chercher la ceinture de chez Hexagone dès que j'en aurai l'opportunité, et ensuite continuer à avancer et à coucher tous mes adversaires. C'est bien, le plan il est pas mal quand même, hein, Malik. C'est marrant, dans une interview à sur la chaîne YouTube Panache que j'ai regardé aussi avant de faire notre interview, tu disais j'aimerais bien qu'il aille prendre l'Hexagone, que Modibo aille prendre la ceinture Ares, et je serais comme Aldric avec Virgil et Axel, deux ceintures à la salle. Exactement, comme Aldric. C'est un objectif, une direction en tout cas, que celle de pour devenir champion, faut combattre, faut battre les meilleurs et faut aller chercher le titre. C'est un objectif. On ne sait pas qui va être devant, on ne sait pas qui va être sur notre route, mais voilà, on se prépare en tout cas pour aller chercher ces étapes-là. La ceinture chez Ares et la ceinture chez Hexagone. On n'a pas donné de limite de temps, on n'a pas donné on n'est pas dans un speed, on est vraiment dans un côté où on doit travailler de toute façon. Là aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est légitime pour une ceinture. On a fait 2 combats, même pas. On a 1 combat. À Arès, c'est la même chose. Mais il faut qu'on puisse, en tout cas, avoir des arguments. Les arguments, ils viennent avec les combats, avec les résultats, avec la manière aussi dont les combats sont gagnés. Donc là encore, c'est que des voies dans lesquelles on s'engage, des parcours semés d'embûches certainement, mais avec une belle récompense au bout. Comme on est dans les objectifs ou les rêves, Samba, on sait il y en a des fois qui ont des plans de carrière. Est-ce que c'est un truc que tu as en tête, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, j'aimerais bien, et ça arrivera peut-être pas, ça arrivera peut-être plutôt plus tard, mais j'aimerais bien à tel âge, par exemple, être à l'UFC dans le scénario idéal, par exemple? Moi, en tout cas, personnellement, je me suis pas encore fixé ces objectifs-là. Moi, là, je suis à Hexagone. Je me dis, ok, je finis ça et ensuite je verrai ce qu'il en est. Mais comme je t'ai dit, depuis que je suis petit, l'objectif, c'est l'UFC, et ça, je me suis pas encore fixé d'âge, mais j'espère y aller dès que j'en aurai la possibilité et dès que je pourrai être légitime à y être. Mais voilà, en tout cas moi, ma personne, moi je vois ce qui est là. J'ai quelques combats chez Hexagone. Mon objectif c'est la ceinture, et ensuite je verrai où je vais et je verrai ce que je dois aller chercher. Étape par étape. Exactement, parce que dès que je vois trop loin, j'aime pas trop. Ah, t'as raison, je pense, sur le coup. Malik, toi, en plus, qui est consultant au canal, tu vois, t'observes beaucoup ces trucs. Tu lui sens qu'il a un potentiel? On sait, la vie, c'est pas des maths, c'est pas écrit d'avance, mais. C'est clair, le potentiel, il est là. Et il a les armes, il a le moteur, il a la carrosserie, maintenant le carburant. Qu'est-ce qu'on fait de ce carburant-là? C'est ça. Comment on utilise tout ça et jusqu'où on peut y aller sans bobo, tout ça. Donc il y a tout en fait. Samba, il a tout, et puis maintenant il va falloir alimenter ça de la bonne manière, avec le bon feu, le bon carburant. Quelques petits points, les gars. Merci pour la conversation. Elle est super cool, mais quelques petits points. Je t'entendais dire, Malik, quand Samba combat, il a cet état de flow parfois. On sait, les combattants savent à quoi je réfère. C'est le moment où tu vois tout, t'as le timing. Ouais. C'est quelque chose que tu vois souvent avec Samba. Ouais, à l'entraînement. Et des fois, je vais le voir après une action, je dis, regarde mon bras. J'en ai des frissons, tu vois. Enfin, ça arrive quand Samba, quand d'autres aussi le font. Je suis obligé de leur dire, là, ce que vous avez fait, là, en gros, c'est pour ça que je regarde ce sport. Parce que il se passe des trucs, des fois qui dépassent vous êtes des surhumains, mais faites des choses, faut avoir ce ressenti, ce truc, c'est que il faut l'avoir expérimenté, l'avoir vécu, les réflexes. C'est-à-dire que vous avez suffisamment travaillé ce truc-là pour que ça ressorte d'une certaine manière, avec beauté, avec prestige. Enfin, je trouve pas le mot juste là, mais en tout cas, dans MMA, t'as le côté art. C'est Mixed Martial Arts. Et quand tu vois les combattants pousser la technique à un tel niveau, ça devient artistique presque. Complet.
Sinon, ce serait MMB, Malik. c'est Ce ça. serait Mix Martial Bagarre. Bagarre, exactement. Et c'est pas le cas. Non, ils ont choisi le A. Il y a une raison pour ça. C'est ça. Ce côté, toi, t'es un étudiant du sport de combat. Je sais que dans l'interview Panache, à un moment, il te demande ton combattant idéal et tu cites Mohamed Ali. Je suis un fan furieux et amoureux de boxe anglaise, donc ça m'a beaucoup plu. C'est des gens que tu regardes, les grands anciens des sports de combat? Oui, j'ai déjà vu quelques combats et c'est des personnes motivantes, c'est des personnes inspirantes. Pour être le meilleur, faut regarder les meilleurs. Ouais, je suis un étudiant entre guillemets. Dès que je peux regarder une vidéo, je vais regarder. Dès que je combats, je m'auto-analyse aussi. Je vois ce que je peux améliorer. Donc, ouais, j'étudie énormément sur les champions, mais sur moi-même aussi. Gros consommateur de MMA, donc, par exemple. Entre guillemets, ouais. Les gros combats, ouais. Mais après, sinon, je regarde pas tant que ça. Les combats entre guillemets les UFC, je vais pas me lever à 3 heures pour regarder, sauf si c'est vraiment un vrai français qui fait le main event ou le co-main event, mais sinon je vais pas me lever à 3 heures pour regarder. Mais toutes les cartes Hexagon, Ares, etc., je regarde. Malik peut confirmer puisqu'il est consultant, mais quand tu fais de l'analyse, ça prend tellement de temps de tout regarder que c'est trop chronophage en vrai. Cette chance là encore, c'est que c'est mon travail. Donc au-delà de commenter, d'analyser les combats, ça me permet d'avoir une base de données qui est incroyable. Je regarde, je commente le PFL, l'UFC, l'ARES. Donc en même temps, ça me nourrit sur tous les plans en fait. Donc c'est juste fabuleux. J'en profite pour faire un petit dédicace à Jean-Charles Barès, parce que c'est lui qui m'a connecté avec toi. Ouais, exactement. Niçois également, mon voisin désormais. Il y a une phrase que j'ai notée aussi de toi qui m'intéressait beaucoup dans le doc, où tu disais j'ai pas peur de perdre. Parce que je sais que c'est le game, je sais que ça arrive. Comment t'en es conscient de ça? Enfin, tu sais qu'à un moment, tu vas perdre. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut se dire en tant que combattant et en tant qu'humain. Un chef d'entreprise, un jour ça va marcher, un autre jour non, tu vas être largué. Quelqu'un qui travaille dans un resto, ça va bien, un jour tu vas te couper, pareil. Dans le MMA, je sais que je vais gagner, je sais que je vais perdre, et en me disant ça, je me dis ok, tant que je mets tout de mon côté, j'aurais fait une bonne prépa, si je me suis bien entraîné, si j'ai bien mangé, si j'ai bien fait ci, ça, que je gagne ou je perds, je m'en fiche, je me suis donné à fond. Et l'objectif, c'est de gagner, mais bon, si je perds, je me dis non, ça va. Je me suis mis à 100% sur ce projet, donc je suis content. C'était formateur, les IMAF, pour ça aussi? Parce que tu fais tellement de compètes qu'il y a des moments où tu perds, t'es obligé aux IMAF, quoi. C'était très 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 formateur. C'est la meilleure compétition que j'ai pu faire de ma vie. C'est formateur en tant qu'athlète, mais aussi en tant qu'être humain, parce que tu rencontres des personnes d'autres nationalités, d'autres pays, et tu crées un lien. Et ça m'apprend aussi à aller vers les gens. Ça m'apprend à parler une langue que je ne parle pas forcément couramment. C'est l'anglais. C'est quelque chose t'apprends. Et voilà, c'est bénéfique. C'est bénéfique de faire des grosses compètes. On retrouve ce côté, tu disais, c'est un étudiant, voilà. Ouais, j'étudie. Étudiant aussi, quoi. Tu parlais que t'aimais bien regarder les grands champions. T'as un combattant préféré? Que ce soit d'ailleurs, ça peut être un mec qui est à la retraite déjà, mais t'as un combattant préféré de MMA? Un MMA? Ouais. Là, actuellement, c'est Saladin, Parnasse. Mais avant, j'aimais beaucoup Kamaru Usman. Et après, Francis Ngannou pour l'histoire. Et t'as des mecs qui t'inspirent? Qui m'inspirent même dans ton style, tu vois, par exemple, dans ta KT ou des choses, tu vois, des mecs que tu regardes? Inspire, ouais, je sais pas. Non, pas vraiment. Non, je pense pas, non. Parce que je sais que dans ta KT, je te tordais cette perche-là, parce que Pantoja, pour moi, c'est aujourd'hui le sommet, quoi. Je parlais, hein. Je lui dis, mais déjà, ce qu'il a fait à Kai Kara-France, la manière de démarrer, il lui a roulé dessus. Lui a roulé dessus littéralement. Ils étaient pas en embrouille. Pourquoi il lui a fait ça? Du sport, Pantoja, si tu m'as dit. C'est sale. J'aurais pu écrire ça. La façon dont il lui prend le dos et tout. C'est trop. Les façons dont il prend le dos, ce mec-là, mais c'est abusé. J'ai pas vu ce combat, c'est pour ça que je sais pas. Mets-toi la cassette, là. Ça mérite. Ça mérite vraiment, vraiment, vraiment.
Saladin, t'ouvrais ça, mais c'est intéressant parce que je trouve ce parallèle est intéressant. Il a commencé à 11 ans chez Hatch. T'es arrivé à 13 chez Malik. Vous accompagnez, tu accompagnes comme Hatch, t'as accompagné Salah sur ses débuts de carrière très tôt, finalement précoce. T'as tourné avec. Lui, pour le coup, c'est une inspiration pour toi, un modèle? Oui, c'est une inspiration. C'est quelqu'un qui, s'il peut te frapper, il va te frapper jusqu'à la fin du round et c'est ce qu'il m'a fait. Il m'a frappé. Mais c'est une crème. Tu parles avec lui, il est gentil, mais quand il faut travailler et c'est quelque chose d'inspirant. Parce que on peut s'amuser, mais dès qu'il faut charbonner, on est là et ouais, et tous les combats qu'il a pu faire, tu vois tout, tu vois qu'il va contrôler les mecs, il va chercher le sol, il met des KO, non, c'est quelqu'un d'inspirant. Mais t'as raison, je me souviens d'une interview avec lui où il me dit, c'est avec son grand sourire qu'il a, ça là, il dit, moi, si on me faisait combattre mon frère, je le tape, hein. Enfin, mais oui, t'as pas vu les vidéos? Ouais, c'est quoi, à l'entraînement. J'ai prévenu tout le monde de le tourner. Ça dit, si vous voyez ce qu'il fait à son frère, imaginez-vous, qu'est-ce qu'il va vous faire? Il n'y a pas de, en plus, tu vas dans sa salle. Il me regardait, il frappait son bas, il me disait, Malik, je peux pas. T'es plus fort que lui. Papa. Et moi, je le regardais comme ça, je disais, non, mais je peux pas. Je suis obligé, tu sais. Papa. Je dis, ok. De toute façon, ça va finir. Il y a un temps là. Et ce que t'as ressenti quand tu tournes avec lui, parce que c'est ce que disent beaucoup quand ils tournent pour le coup avec lui, c'est que t'as la différence quand même. Quand tu le vois combattre, on sait tous quand on le voit combattre que c'est un phénomène. Mais quand t'es dedans avec, tu te dis, waouh, c'est quand même un truc de malade. Oui, là. parce qu'il est là devant toi, il se déplace à faire en sorte que tu sois cadré. Et dès qu'il envoie un coup, c'est pas dans le vent, c'est sur toi. Et sur 99 coups, il y en a 99 qui m'ont touché et c'est ça qui est fou parce que tu te dis ah ouais, il me touche là, ça veut dire qu'il faut que je sois vigilant, je vais essayer ça mais il est déjà sur un autre truc. Donc non, tu le vois, il est imposant, on dirait ils sont 4. Et t'as vu cette différence donc. Et ça t'inspire aussi de te dire faut que je rattrape ce genre de mec. C'est ça, ouais. C'est inspirant. Faut que je me dis, il faut que je fasse comme lui. Il y a énormément de travail, là. Je suis encore en apprentissage, mais, j'aimerais bien atteindre son niveau et qui sait encore plus, même s'il est trop, trop fort. Est-ce que toi aussi, Malik, il y a ce côté inspirant avec ce duo qu'on a avec Salah et Hatch, parce que on en parlait un peu avant l'émission. T'as le Fighting Big, tu vois, que tu développes depuis 10 ans maintenant, je crois, mais que tu veux faire grandir. T'espères, tu vas pouvoir monter une salle plus grande et tout ça. Quand tu vois le parcours qu'a fait Hatch aussi avec la Hatch Academy, la façon dont il a accompagné Salah de tout jeune jusqu'à cette carrière pro et on sait pas où ça mènera et on espère que ça mènera un jour à l'UFC parce qu'il en a le talent. Tu vois, c'est aussi un modèle, ça, ce modèle-là qu'ils ont fait tous les deux. C'est un modèle avec leur particularité à eux. Hatch, j'ai eu l'occasion de fréquenter à plusieurs sous ses différentes casquettes, celle de promoteur, j'ai combattu au 100% Fight, celle de coach parce que je me suis entraîné à la Hatch Academy, celle d'organisateur de combat aussi parce que j'organisais le roll-up jusqu'à il y a quelques années encore. C'est juste un projet en stand-by et il a toujours été de bons conseils par rapport à tout ça. Hatch, on connaît de réputation et il faut apprendre à le connaître aussi de l'autre côté. S'il peut aider les autres, il va le faire. Et Hatch m'a aidé sur ce côté-là en termes de conseils par rapport à mes organisations d'événements, en termes de coach et de manager sur des questions que je pouvais avoir dans ce domaine-là. Donc voilà, il a toujours été disponible et présent quand je l'ai sollicité. Et pour ça, déjà, je vais le remercier. Hatch, j'ai pas eu l'occasion de le faire, donc merci pour tout, Hatch. Et ce côté, la manière dont il prend soin aussi des autres, qui préserve ses intérêts aussi. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il est critiqué parfois, mais quand tu donnes du temps et le temps, ça vaut plus que de l'argent, tu t'investis comme ça pour les autres et que les gens essaient autour de faire. C'est normal de protéger son royaume, protéger ses intérêts et quitte à apparaître pour celui qui est entre guillemets qui est le méchant, mais en réalité, il a raison de défendre entre guillemets ce qu'il a, ce pourquoi il s'est battu, ce pourquoi il a travaillé. C'est à lui, ça lui appartient. Préserve ça d'une certaine manière. Et là aussi, il y a des leçons à tirer. C'est marrant que t'aies cité la phrase protéger le royaume. C'est un petit clin d'œil à l'annonce qu'on a eu au moment où on enregistre. Ouais. C'était aujourd'hui. C'est celle-là d'une Parnasse en boxe anglaise contre Cédric Vitueux et c'est un peu le thème de la boxe qui veut protéger son royaume. Cette casquette coach manager, elle est difficile à gérer pour toi. C'est parce qu'on sait en fait le manager, son but ce serait de faire aussi de l'argent sur un fighter, donc de prendre les meilleurs contrats. Mais le coach, il veut protéger aussi son athlète. J'ai peut-être une casquette de manager
l'angle d'attaque, il est différent. L'angle d'attaque, il est différent. Je manage, surtout parce que je connais le sportif et l'athlète depuis, entre guillemets, un certain temps et qu'on a travaillé, on a grandi ensemble. Je préserve ses intérêts et l'objectif, c'est de le faire grandir. C'est ça la priorité. Maintenant, tout ce travail-là, il n'est pas gratuit, entre guillemets. Il n'est pas fait gratuitement. C'est un travail, c'est du temps, mais c'est pas ma source, entre guillemets, de revenus. Je suis pas manager parce que j'ai besoin de gagner d'argent. Je gagne bien ma vie. Je suis à côté de coach, je suis entrepreneur. J'ai un commerce, j'ai un barbershop du côté de chez moi. Je suis coach, je suis consultant pour Canal+. Et j'ai d'autres leviers financiers qui me permettent de pas me dire je vais envoyer tout, enfin on va se battre pour, mais ce travail là qui est fait, il est surtout pour le combattant, pour mes combattants, et ça c'est voilà, c'est je pense que c'est entre guillemets un atout pour moi, parce que l'argent va pas en tout cas pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'influencer. Je préserve les intérêts de mes combattants. Je fais en sorte qu'ils soient rémunérés à la hauteur de ce qu'ils méritent. Si on peut avoir plus, on prendra plus. Et surtout, j'essaie que leur day-to-day, ce qu'ils vont prendre au jour le jour, soit quelque chose de stable, plus que chercher une grosse prime de combat. Et de l'autre côté, ils attendent. C'est pas le jour de paye, le jour du combat, qu'on doit recevoir, entre guillemets, le gros truc. Si on peut avoir tout le temps, constamment, ça permet d'être plus concentré sur l'entraînement et sur tout ce qu'il y a à faire, et sans avoir des préoccupations financières de comment je vais payer mes factures, comment je vais faire. C'est voilà, c'est un peu aussi j'ai envie de te dire la direction du management, en tout cas sur BVM NGT. T'es un peu modeste même, parce que je sais que t'as été dans la musique, dans la vidéo, enfin t'as fait beaucoup de choses, Malik, donc je sais que t'es un entrepreneur dans le sens large du terme. Toutes ces choses-là, toutes ces casquettes m'ont permis d'avoir cet œil sur le management. C'est que produire un disque, je sais comment ça marche. Sortir une marque de vêtements, je sais comment ça fonctionne. Négocier des contrats, je sais comment ça fonctionne. Et ça, c'est des choses que je mets dans ma boîte à outils pour manager. Tu peux pas vivre encore du MMA comme c'était début pro là, ou tu vis déjà du MMA à 100%? Non, je travaille à côté. Je travaille à côté, je suis médiateur. Ok. Dans ma ville. T'as envie de continuer ça, ou d'avoir les deux en parallèle, ou quand tu pourras vivre du MMA, tu t'écarteras de ce rôle-là? Non, moi j'aime bien ce que je fais. J'aime bien être au contact de la population, des gens, d'aider les gens et qui se disent on a quelqu'un sur qui s'appuyer malgré qu'il soit combattant. Et non, même si je gagne bien ma vie, en tout cas actuellement je continuerai de travailler. En plus, ça te ressemble d'être médiateur. Ça te aussi de garder les pieds sur terre. Mmh. Et on a un autre parallèle avec Salah, qui était à la mairie d'Aubervilliers pendant longtemps. Il bénéficie aussi d'un certain aménagement de ses horaires, parce que voilà, la ville aussi croit en lui et lui permet de pouvoir s'entraîner dans les bonnes conditions. Et j'ai deux dernières questions, les gars. D'abord, c'est que vous représentez l'un pour l'autre. Malik, c'est quoi? C'est ton coach? C'est ton grand frère? Tellement tu le connais depuis longtemps, grand frère. Je mets des guillemets, bien sûr. Qu'est-ce qu'il représente pour toi, Malik? Malik, il représente un deuxième père en termes d'éducation, parce que je traîne plus avec lui qu'avec mon père de temps en temps. Moi, je traîne plus avec son père qu'avec moi. Et ouais, c'est quelqu'un de ma famille, c'est quelqu'un que j'aime comme si c'était mon grand frère. Et voilà, je vais tout faire pour le garder dans mon cercle proche. Et voilà. Par contre, pour compléter ce que tu disais, Malik, toi, tu traînes souvent plus avec lui qu'avec tes propres enfants, non? C'est ça. C'est vrai, Samba, c'est... Donc, qu'est-ce qu'il représente pour toi à l'inverse? Ouais. Il représente... Je sais pas comment te dire ça. C'est pas mon fils, mais c'est un de mes... Voilà, j'essaie de pas avoir... Ce qui est difficile, c'est que je veux pas être cette figure de je suis son daron, je suis un truc. Je suis celui qui veut son bien d'une telle manière que oui, je pense qu'il y a que tes parents qui veulent que tu sois bien comme ça. Je veux qu'il soit un homme, avant tout un homme épanoui, un homme heureux de faire ce qu'il fait, un homme une bonne personne, un combattant aussi heureux, un combattant qui peut être en possession de toutes ses armes et de tout ce dont il a besoin.
Et c'est ça que j'essaie d'être, mais tout en gardant un retrait qui fait que je suis pas devant Samba. C'est pas Samba, c'est son moment à lui. Et moi, quand je le vois réussir, quand je le vois briller, quand je le vois gagner, quand je le vois prendre le micro, moi, je sais d'où il vient. J'ai vu le petit Samba devenir aujourd'hui un homme, et ça, ce que je sais pas, j'ai envie de te dire, Samba, c'est beaucoup, je pense, aimeraient avoir quelqu'un comme lui à leur côté. Et ce côté-là aussi fait que moi, ça me rend peut-être meilleur aussi en tant qu'homme, parce que je dois, ouais, je dirais pas papa, mais mais voilà, Samba, c'est mon Son fils bis. Ah, tu vas me le faire pleurer là. Même moi, j'ai les émotions là. J'ai les poils qui montent, les gars. Et la conclusion, je voulais, c'est une phrase qui est tirée de ce doc et qui est tirée de l'intro. C'est dans l'intro où t'écris un mot sur un cahier. Et tu dis, le MMA, c'est ma chance, je vais pas la laisser passer. Ouais. Le MMA, c'est mon art et je vais le sublimer. Au-delà de réussir et de tes objectifs dont tu nous as parlé dans cette interview, tu veux le faire bien, tu veux le faire beau. Ce que t'aimerais, c'est qu'on se souvienne aussi de toi comme un combattant, tu vois, qui est marquant par ses performances et par ce qu'il fait dans la cage. Oui, je veux être quelqu'un de marquant, entre guillemets. Si on parle de Conor, on le compare un petit peu au trash talk. Moi, j'ai envie qu'on me compare à N'Golo Kanté. Quelqu'un qui fait le travail, qui est acharné, mais en dehors respectueux. Tu parles avec moi, je vais te parler convenablement et je vais faire tout mon possible pour avoir la meilleure image du sport et montrer aux gens que avant d'être des combattants qui se battent, on est des humains qui savent s'exprimer, qui savent prendre soin d'eux et voilà. Donc j'ai envie d'avoir cette bonne image. Le bon élève. C'est un très beau message. Et puis, tu vois, N'Golo Kanté était champion du monde titulaire et très important dans ce titre mondial de la France. Donc, tu vois, on peut être N'Golo Kanté et être au sommet pour le coup. Merci les gars. Merci Samba. Plein de force. On rappelle le 10 août, Théâtre Antique d'Orange, ton deuxième combat pro. On peut espérer un petit finish encore? J'espère. On travaille pour et je vais tout faire pour mettre finish. Let's go dans cette superbe cadre. Merci Malik. Continuez aussi sur Malik, sur Canal, avec le Fighting Beat. Enfin voilà, on n'a pas fini d'entendre parler de Malik. Sur Canal Plus Afrique, vous avez même un nouveau podcast, Cage Corner. J'ai adoré le premier épisode avec Patrick. Merci. Donc n'hésitez pas à donner de la force. On n'est pas concurrents. C'est la grande famille du MMA, les gars. Jab Life, Cage Corner. Exactement. Et tous ceux qui font avancer ce sport qu'on aime tant. Merci les gars encore d'être passés à Nice. Bonne fin de stage du côté du boxing et de chez Flavio. Et on se revoit très vite sur Jab Life pour d'autres émissions interviews. Salut à tous.